Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va s'intéresser, dans cette nouvelle vidéo, aux principaux médecins arabo-persans. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, on peut séparer la période florissante de la médecine arabe en 4 foyers géographiques et politiques distincts. 2 fondamentaux, la Perse et l'Espagne, et 2 mineurs, le Caire et le Maghreb, avec notamment Kairouan en Tunisie. Dans le premier foyer perse, 4 noms symbolisent la médecine lors de son apogée. 3 seront évoqués avec quelques autres dans cette vidéo. Ali al-Tabari, Anbak Mohamed ibn Zahria al-Razi, dit Razès, et Ali Abbas. Une vidéo sera consacrée au dernier, Abu Ali al-Hussein ibn Sina, dit Avicenne. Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, les médecins de Bagdad, notamment ceux des califes dont le pouvoir se réduisait de jour en jour, et ceux qui exerçaient dans l'un des hôpitaux de la ville, restèrent longtemps des chrétiens nestoriens, à l'exemple d'Ibn al-Tayyib, célèbre praticien et surtout théologien du Xe siècle, son élève Ibn Butlan, dont nous reparlerons, ou encore Amin al-Dawala. Ali al-Tabari, originaire de Marv, au sud de Téhéran, était aussi un chrétien nestorien, mais il se convertit à l'islam à la fin de sa vie, vers 850. Il n'était pas juif comme son nom le laisse penser, le mot rabbin signifiant ici chef et enseignant. Al-Tabari exerça à Samara, mais surtout à Bagdad, sous les califats d'Al-Mutazim et d'Al-Mutalwakil. Premier médecin à ne pas être aussi traducteur, malgré sa maîtrise de l'arabe, du persan et du syriaque, mais aussi des langues hébraïques et du grec, il était également versé en astronomie et en mathématiques. Al-Tabari fut l'auteur d'une douzaine d'ouvrages. Le plus célèbre est son Firdav al-Hikma, Paradis de la sagesse, premier compendium de médecine arabe, écrit directement dans cette langue, mais qui sera traduit en syriaque par Tabari lui-même. Ce livre, le Paradis de la sagesse, est à classer dans le premier type d'ouvrage que nous avons évoqué dans la vidéo précédente, c'est-à-dire l'encyclopédie. Al-Tabari disait à son propos « Quiconque énumère les chapitres de mon livre, sans lire attentivement ce que chacun d'eux contient, ne comprend pas le sens véritable de ce dont je parle. Quiconque, au contraire, se rend maître de ce livre, le scrute et l'examine à fond, y découvrira la majeure part des connaissances nécessaires aux jeunes gradués en médecine et saisira l'action des forces naturelles dans le microcosme aussi bien que dans le macrocosme. » Pour l'écrire, Tabari s'est appuyé sur le corpus hippocratique, bien sûr, mais également sur les livres de Galien, de Dioscoride, de Pythagore, de Démocrite, d'Aristote, de Théophraste et de Ptolémée. Mais il fait aussi référence aux contributions exceptionnelles de 2 de ses collègues contemporains dont nous avons parlé, Yuhanna ibn Massaweh, dit Jean Mézué, médecin du calife, et Uman ibn Ishaq, le grand traducteur. Le livre de Tabari se distingue surtout par l'adjonction au texte grec de nombreuses citations de textes médicaux indiens empruntés au Susruta Shamhita, écrit par des chirurgiens de l'Inde ancienne, chirurgiens au pluriel car cette œuvre semble collective. Ce traité de chirurgie compte parmi les textes fondateurs de la médecine ayurvédique, dans lequel la chirurgie humaine est classée en 8 catégories et où sont décrits plus de 300 procédures et 120 instruments chirurgicaux. Le Paradis de la sagesse donne d'ailleurs souvent l'impression que l'auteur veut mettre en parallèle les 2 systèmes médicaux, indien et grec, mais avec une inspiration persane, notamment en pharmacopée. Cette comparaison a constitué une grande nouveauté. Ce livre, sorte de mélange d'observations rationnelles et de croyances religieuses magiques, comporte 7 chapitres principaux, séparés en 30 sections ou livres ou makala, et 365 parties ou bab. La première partie traite des connaissances contemporaines de la science médicale. Il s'agit d'une introduction qui contient également quelques descriptions philosophiques. Élucidation des organes du corps humain, règles de bonne santé et bilan complet de certaines maladies musculaires constitue la seconde partie qui contient 5 makalas avec des informations sur la préservation de la santé. La troisième partie contient un seul makala qui aborde le régime alimentaire
pour une bonne santé et la prévention des maladies. Discussion de toutes les maladies humaines, la 4e partie est le volume le plus grand et le plus significatif, près de la moitié de la taille du livre entier, et comprend 12 sections ou 12 makalas. Ce sont les causes générales liées à l'éruption de la maladie, les maladies de la tête et du cerveau, les maladies des yeux, du nez, des oreilles, de la bouche et des dents, les maladies musculaires, paralysie et spasmes, les maladies des régions de la poitrine, de la gorge et du poumon, les maladies de l'abdomen, les maladies du foie, les maladies de la vésicule biliaire et de la rate, les maladies intestinales, différents types de fièvre, les maladies diverses, brèves explications des organes du corps, et enfin l'examen du pouls et de l'urine. La 5e partie décrit la saveur, le goût et la couleur, ainsi que les relations entre les aliments et le corps. La 6e partie concerne les descriptions des plantes médicinales, des drogues et des poisons, et comprend 6 makalas. La dernière partie, enfin, qui comprend 4 sections, traite de sujets divers comme le climat et l'astronomie. Dans ce livre, le conseil éthique d'Al-Tabari occupe une place prépondérante. Ceux qui aspirent à être des professionnels de la santé devaient, selon lui, acquérir 4 vertus essentielles dans leur activité quotidienne: la douceur, le contentement, la pitié et la droiture. En servant son patient, l'objectif premier du médecin devait être d'aider les malades plutôt que de rechercher un gain monétaire. Tabari influença Rhazès, la grande figure médicale de cette époque, considéré comme le père de la médecine arabe, et que certaines sources donnent pour avoir été l'élève d'Al-Tabari, ce qui est impossible puisque Al-Tabari était déjà mort quand Al-Razi commença ses études. Surnommé le Galien des Arabes, ce Persan né à Ray, près de Téhéran, fut certainement le plus grand clinicien de son temps, même s'il ne commença sa médecine qu'à 30 ans, à la suite d'une visite de l'hôpital de Bagdad. Déjà riche d'une vaste culture en mathématiques et en philosophie, mais également en musique avec la pratique du luth, Rhazès étudia la médecine, revint un temps dans sa ville natale pour s'occuper de l'hôpital, puis il retourna à Bagdad. Véritable praticien hospitalo-universitaire, PUPH dans son emploi actuel, il s'y occupa d'enseignement, de soins cliniques, de l'organisation des consultations externes et des soins à domicile, mais également de recherche, sans oublier la rédaction de nombreux ouvrages. Parmi les 124 traités que Rhazès a écrits, 61 concernaient la médecine, 22 la chimie, 33 les sciences de la nature, 11 les mathématiques et 46 la philosophie, dont, en ce qui concerne notre sujet, son Kitab al-Tib al-Rouhani, la médecine spirituelle, traité d'éthique populaire qui se penche aussi sur l'alchimie et qui soulignait l'importance de la sérénité de l'âme, de la psychologie des malades, mais aussi de leur entourage. Contrairement à ces traités médicaux dont nous possédons la majorité, cet ouvrage de philosophie dans lequel Rhazès fait l'éloge de la recherche de l'équilibre en toutes choses, même dans les plaisirs de la vie, est un des rares traités philosophiques qui nous soit parvenu, car beaucoup furent détruits, notamment à la suite de l'invasion mongole en 1258. Pour l'islamologue Pierre Lori, nous avons affaire à un traité de morale, dissertant sur les bienfaits des grandes vertus et les dangers des divers vices. Le ton n'est guère islamique, il évoque plutôt la sagesse grecque, épicurienne notamment. Très critiqué pour cette raison, mais aussi pour son mode de vie de bon vivant, en opposition au soufisme et à l'ascétisme en vigueur, les autorités religieuses et médicales lui refusèrent le titre de philosophe, alors que ce libre penseur peut être considéré comme un véritable précurseur du siècle des Lumières. En médecine, Rhazès suivait pour la rédaction de ses livres une méthode de travail véritablement rationnelle, avec une approche originale. Ainsi, après une étude approfondie des auteurs anciens, les incontournables Hippocrate et Galien, mais aussi les alexandrins tardifs comme Oribase ou Paul d'Égine, et les médecins nestoriens déjà cités, dont Rhazès nous donne les noms et les titres d'ouvrages, citant parfois aussi des confrères peu connus, sans oublier les médecins persans, chaldéens ou indiens, il effectuait une critique de ces textes, ce qui était rare à l'époque, surtout quand ils se contredisaient, puis effectuait une comparaison avec ses propres observations, n'hésitant pas à se remettre lui-même en question, ce qui était encore plus rare, avant de s'atteler enfin à la rédaction de ses propres écrits.
Le Kitab al-Hawi, le livre qui contient tout, ou le livre complet sur la médecine, traduit en latin par Le Continent, ouvrage posthume écrit par ses élèves, est son œuvre principale. Cette vaste encyclopédie comporte 24 livres de thérapeutique et de médecine clinique, divisés en 5 grands chapitres: les maladies locales, les maladies générales, les venins, les poisons et les médicaments. Il a été traduit en latin en 1279, sous le titre Continent, par Faraj ben Salim, un médecin d'origine juive, employé par Charles d'Anjou pour traduire des ouvrages médicaux, et il eut une influence considérable en Europe, ainsi que dans le monde islamique. On peut y noter la précision des descriptions cliniques, à l'exemple des signes d'appel de la méningite, où il évoque la raideur méningée, la photophobie, la fatigue, la fièvre. Au total, 33 observations médicales qui témoignent d'une grande attention portée aux malades et aux manifestations de la maladie. Le Kitab al-Mansouri fi al-Tib, ou livre sur la médecine dédié à Al-Mansour, est l'autre ouvrage célèbre de Rhazès. Comme l'indique le titre de ce deuxième ouvrage, il est dédié au gouverneur de la province de Ray, où vécut Rhazès, avant de déménager à Bagdad, la capitale du califat abbasside. Le livre de médecine d'Al-Mansour est un abrégé du précédent, en 10 livres, dont le premier traite d'anatomie, le second des tempéraments, le troisième des aliments et des médicaments, le quatrième traite d'hygiène, le cinquième de cosmétique, le sixième traite des régimes et notamment pendant les voyages, le septième de chirurgie, le huitième des poisons, le neuvième de pathologie et le 10e traite des fièvres. On remarque l'importance de la prévention, héritée d'Hippocrate et de Galien, que ce soit pour les aliments et les régimes, l'hygiène ou la cosmétique. Cela montre surtout l'importance que Rhazès accordait à l'influence de l'environnement, notamment à la qualité de l'air sur les maladies. On raconte d'ailleurs que pour connaître l'endroit le plus salubre de la ville de Bagdad, Rhazès, en bonne hippocratique, accrocha des morceaux de viande dans différents quartiers et fit construire un hôpital à l'endroit où se trouvait le morceau le moins pourri. La théorie des miasmes, où l'air est corrompu par des émanations des cadavres, empruntée à Hippocrate mais qui persistera jusqu'au XIXe siècle, prédominait du temps de Rhazès. Mais pour expliquer le hasard des épidémies, qui semblent choisir ses victimes, faisant que certaines personnes sont atteintes et d'autres pas, problème qui reste d'ailleurs d'actualité avec le Covid-19, il insistait sur le rôle du tempérament ou de la prédisposition, cher à Galien. À côté des facteurs environnementaux, Rhazès insistait aussi sur le rôle des facteurs psychologiques dans l'apparition des maladies, comme dans la survenue de la guérison, en commençant par la confiance entre le malade et son médecin, soumis à la discrétion et au secret médical. Vers la fin du XIIe siècle, le livre Kitab al-Mansouri fut traduit en latin par Gérard de Crémone, qui exerçait alors comme traducteur d'œuvres d'arabe scientifique à Tolède, en Espagne. En Occident, l'ouvrage adopta le titre de Liber Medicinalis ad al-Mansorem, ou plus simplement Liber al-Mansouris. Parmi les autres ouvrages les plus célèbres de Rhazès, citons le livre de la peste, dans lequel Rhazès insistait sur les variations du pouls dans les maladies infectieuses, et qui fut imprimé à Venise en 1498. Les connaissances de Rhazès sur cette maladie étaient néanmoins purement livresques, car il ne croisa jamais cette maladie, puisque celle de Justinien s'était éteinte, et la prochaine ne surviendra qu'en 1340. La notion de contagion de la peste sera par contre défendue plus tard par le philosophe andalou Ibn al-Khatib, qui n'était pas médecin, mais qui fera face à l'épidémie de Grenade en 1348. Et il faudra attendre encore quelques siècles pour la notion de transmission. Autre ouvrage de Rhazès, le traité de la variole et de la rougeole, est un livre fondamental dans l'histoire de l'épidémiologie, avec une description clinique magistrale de l'énanthème et de l'exanthème de la variole, ainsi que des signes généraux et du traitement. Il traite notamment de ses complications ophtalmologiques. Même si Rhazès commit l'erreur, logique pour l'époque, d'en attribuer l'étiologie à des impuretés du sang de l'enfant d'origine maternelle, il proposa un diagnostic différentiel des affections vésiculo-pustuleuses, séparant alors la variole de la varicelle et de la rougeole, maladies qui restèrent longtemps confondues en Occident. Rhazès proposa aussi une description clinique des différentes formes et stades de la variole,
discrète, fulminante, confluente ou hémorragique, la fameuse variole noire. Cette affection redoutable tua les 3 fils de son protecteur, le calife Al-Mansour. On dit que le calife, insatisfait des explications du médecin, aurait d'ailleurs rendu Rhazès aveugle d'un coup de cravache, puis l'aurait laissé mourir en disgrâce et dans la misère. Il semble plutôt que Rhazès développa une simple cataracte, peut-être provoquée par les vapeurs provenant de ses expériences de chimie, mais plus tard, Rhazès en personne aurait dit que sa vue avait été affectée par ses lectures prolongées. Ce livre sur la variole bénéficia d'une traduction par Gérard de Crémone en 1170, puis d'une première impression à Venise en latin en 1565. La dissertation sur une cause de coryza, qui arrive au printemps quand les roses répandent leur parfum, joli titre, traite du rhume des foins et est le premier livre d'allergologie. Rhazès sut prendre ses distances avec l'astrologie et avec l'alchimie, mais il œuvra pour le développement de la chimie, décrivant de nombreux ustensiles pour la distillation, la filtration, la cristallisation, la sublimation, etc., expliquant aussi la préparation de l'acide sulfurique, de l'alcool éthylique et de certains sulfates. On lui doit aussi la mention des vertus stimulantes d'une plante qui allait connaître un certain succès, le café ou kawa en arabe. Florilège de quelques citations de Rhazès, justement honoré par les postes de plusieurs pays arabes, à commencer par l'Iran, son pays natal. La lecture ne fait pas le médecin, mais lui donne l'esprit critique et le talent d'appliquer à des cas particuliers des vérités dont il a connaissance. Tout ce qu'on peut lire dans les livres a beaucoup moins de valeur que l'expérience d'un médecin qui pense et qui raisonne. La médecine n'est facile que pour les imbéciles, les médecins sérieux découvrent toujours des difficultés. L'autre grand médecin de cette période fut Ali ibn al-Abbas al-Majouzi, c'est-à-dire le mage, également connu sous le nom de Mazoudi ou Ali Abbas, sous sa forme latinisée. Éclipsé par Rhazès et Avicenne, que nous aborderons dans la prochaine vidéo, ce Persan, converti à l'islam, vécut à la cour des Bouyides, dynastie chiite de 945 à 1055, en vert clair sur la carte, dans le sud-ouest de l'Iran actuel. Ali Abbas fut l'auteur en 925 du livre complet sur l'art médical, appelé aussi Kitab al-Malaki, ou livre du prince, car dédié à l'émir qui fit construire l'hôpital Hadoudi de Bagdad. Cette encyclopédie fut traduite par Constantin l'Africain sous le nom de Panthénie, par Stéphane d'Antioche sous le titre Livre royal, puis en latin à Venise en 1492 sous le titre Liber Regius. L'exemplaire que l'on voit ici fut offert par Harvey Cushing, célèbre neurochirurgien, dont la collection de livres médicaux rares constitue une partie essentielle de la bibliothèque d'histoire de la médecine de l'université de Yale. Ouvrage de synthèse de la médecine, le livre royal comporte 20 volumes, 10 sur la théorie et 10 sur la pratique. Dans une longue introduction, Al-Majouzi explique les raisons qui l'ont amené à écrire cet ouvrage. La science de l'art médical étant la plus imminente de toutes les sciences, la plus importante par sa puissance et ses dangers, la plus utile de toutes parce que tous en ont besoin, j'ai voulu la renfermer dans un livre complet sur l'art médical, contenant tout ce qui est nécessaire aux médecins et à tout le monde pour conserver la santé, à ceux qui la possèdent, et la rendre aux malades, n'ayant trouvé chez aucun des médecins anciens ou modernes de livres complets qui contiennent tout ce qui est relatif à la pratique et à la science médicale. Le premier tome débute donc par une étude historique des écrits antérieurs, comportant une critique de Galien, notant que certains ouvrages du médecin grec comportent des longueurs et des redites, et que, malgré cela, ils ne sont pas complets. Il critique aussi le continent de Rhazès, en dénonçant là aussi les longueurs, la dimension énorme, le désordre et la confusion des chapitres. Il critique aussi Oribase et reproche à Jean, fils de Mésué, de ne pas avoir parlé de nombreuses affections oculaires, ainsi que de certaines maladies des appareils génitaux. Le second livre, du Kitab al-Malaki, est divisé en 3 parties. La science des choses naturelles, c'est-à-dire les éléments, les tempéraments, les humeurs, le pneuma, en gros la physiologie de l'époque. La science des choses non naturelles, c'est-à-dire ce qui influence sur la vie,
comme le boire, le manger, le sommeil, avec une importance accordée à l'hygiène de vie, qui permet de réguler ces éléments non naturels, et enfin, la science des choses extranaturelles, c'est-à-dire les maladies, leurs causes et leurs symptômes. Malgré son surnom de mage, on trouve dans cette œuvre ordonnée, écrite dans une langue simple, claire et châtiée, remarquable par la forme et l'esprit, de conception à la fois pratique et théorique, un galénisme simplifié, sans référence à l'alchimie et à l'astrologie, dans sa forme la plus pure. Abbas semble même avoir entrevu la circulation capillaire, en parlant de pores invisibles entre les artères, c'est-à-dire les vaisseaux qui battent, et les veines. Il souligna aussi le fait que des membranes des vaisseaux sanguins sont faites de 3 couches superposées. Il traita aussi de brillante manière des mouvements opposés d'expansion et de contraction, qui, dans le cœur et les artères, correspondent à la diastole et à la systole, et, dans l'appareil respiratoire, à l'inspiration et à l'expiration. Comme Rhazès, et comme d'autres après lui, Abbas attachait de l'importance à la formation clinique au lit du malade. Abbas al-Majouzi a entièrement consacré la 5e partie de son livre à la prévention de la santé par des conseils pour la vie quotidienne, alimentation, soins du corps, sexualité. Il évoque ainsi 6 choses absolument essentielles pour maintenir une bonne santé. L'air qui nous entoure, l'action et le repos, la nourriture et la boisson, la veille et le sommeil, l'excrétion et la rétention naturelle, dont le bain et le coït, les émotions, la joie, la colère, la tristesse, etc. Et si ces 6 choses étaient maintenues dans un certain équilibre, elles garantissaient la santé du corps. D'autres médecins arabo-persans furent moins célèbres que Rhazès ou al-Majouzi, comme Aboul Hassan ibn Butlan, médecin chrétien de Bagdad, cité précédemment, auteur entre autres d'un ouvrage polémique intitulé « Le banquet des médecins », satire des charlatans qui met en scène un oculiste, un chirurgien, un phlébotomiste, un pharmacien, un médecin et Ibn Butlan lui-même. Butlan est surtout l'auteur d'un traité d'hygiène sous forme de tableau synoptique, le Taqwin al-Siha, littéralement la préservation de la santé ou table de santé, traduit en latin sous le titre de Taswinum Sanitatis. Nous avons vu dans la vidéo précédente que cette présentation en tableau appartenait à la tradition médicale arabe. L'auteur offre les règles fondamentales d'hygiène et de diététique et se propose d'étudier 280 mots qui peuvent affecter le corps de l'homme en les inscrivant par groupe de 7 dans 40 tableaux qui comprennent chacun 15 cases. Dans son introduction, Ibn Butlan déclare qu'il utilise cette présentation graphique empruntée à l'astrologie afin de faciliter la consultation de l'ouvrage. On doit aussi à ce médecin un ouvrage intitulé « Comment acheter des esclaves et comment détecter les défauts corporels ». Cet ouvrage de vulgarisation qui permettait de bien choisir son esclave sur le marché, homme ou femme, montre l'importance économique de la place des esclaves dans la société arabo-musulmane. Un autre exemple médical confirme le besoin de présenter les données sous forme facile à consulter. Il s'agit de Taqwin al-Abdan, rédigé par le savant Ibn Ghazala. L'auteur traite cette fois en 44 tableaux de 352 maladies. Les tableaux établis par ce médecin reflètent bien, par leur présentation systématique et d'après les noms retenus pour désigner les différentes rubriques, sa volonté d'adopter une attitude rationnelle face à la maladie. Le dernier médecin que nous aborderons dans cette vidéo, mais que nous avons déjà évoqué dans la précédente, est Al-Biruni, originaire d'Asie centrale. Également honoré par de nombreuses postes, il était un esprit universel, puisque ses premiers travaux portèrent sur l'astronomie, envisageant même la rotation de la Terre autour du Soleil, bien avant Copernic et Kepler, mais également la physique, la philosophie, écrivant au moins 180 traités sur ces différents sujets. Il écrivit bien sûr sur la médecine, et notamment la thérapeutique, avec un livre intitulé « La science des drogues », où il essaya de classer les médicaments, relevant notamment leur toxicité, et de rechercher d'éventuels antidotes. Il essaya également de faire le point sur les différents noms que les auteurs précédents avaient pu donner pour une même plante, notamment dans les traductions de Dioscoride. Biruni entretint surtout une importante correspondance avec Avicenne, son voisin du pavillon des érudits, monument donné par la République islamique d'Iran au Bureau des Nations Unies à Vienne. Avicenne, dernière grande figure de la médecine arabo-persane, considéré comme le 3e père de la médecine,
que nous évoquerons dans une autre vidéo d'Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.